Des millions de personnes à travers le monde éclataient de rire devant les pitreries endiablées de cet homme au chapeau melon et à la moustache espiègle, un clown télévisuel qui semblait capable de chasser les nuages les plus sombres par un simple clin d'œil malicieux. Benny Hill, avec son humour physique déjanté et ses poursuites chaotiques sur fond de musique entraînante, avait conquis les cœurs des familles du globe entier, des salons cosy de l'Angleterre aux appartements animés de l'Amérique, en passant par les foyers chaleureux de l'Australie et de l'Europe. Son émission, The Benny Hill Show, n'était pas seulement un programme télévisé. C'était un phénomène culturel, un antidote joyeux à la morosité quotidienne, une explosion de créativité qui redéfinissait les frontières de la comédie à l'écran. Imaginez, des sketchs où des personnages improbables se coursaient dans un ballet absurde, des parodies hilarantes de films hollywoodiens, des chansons grivois chantées avec une innocence feinte, tout cela emballé dans un timing impeccable qui faisait de chaque seconde un éclat de génie. Pendant des décennies, Benny Hill était le roi incontesté de la télévision légère, un artiste dont les rires résonnaient comme un écho universel, transcendant les langues et les cultures. Mais derrière ces sourires forcés et ces applaudissements tonitruants, une tempête se préparait en silence, un ouragan invisible nourri par les vents changeants de la société. Ce qui avait été accueilli comme une bouffée d'air frais devenait, peu à peu, une cible pour les flèches acérées de la critique moderne. Un instant, il trônait au sommet, adoré par des générations entières. L'instant d'après, il se retrouvait au centre d'une controverse qui allait ébranler les fondations mêmes de sa carrière légendaire. Cette affaire, qui culmina dans les derniers épisodes fatidiques de son émission, n'était pas un simple scandale passager. Elle révélait les fissures d'un monde où l'humour, jadis libérateur, entrait en collision frontale avec l'évolution inexorable des valeurs sociétales. Les rires, ses complices fidèles, ne pouvaient plus détourner le jugement implacable d'une époque en pleine mutation, où les stéréotypes d'antan étaient scrutés à la loupe, où le divertissement devait désormais rendre des comptes à une conscience collective en éveil. Le prix à payer pour ces chocs culturels dépassait de loin les simples baisses d'audience ou les critiques acerbes. Il touchait au cœur de l'identité d'un homme, à l'héritage d'une œuvre qui avait illuminé des millions de vies. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de cette histoire captivante, celle d'une légende de la comédie dont l'ascension fulgurante et la chute brutale ont marqué à jamais les annales de la télévision. Nous explorons les racines humbles d'un garçon de Southampton qui transforma ses galères en or comique, l'essor d'une émission qui conquit le monde, les ombres grandissantes des controverses qui assombrirent son ciel, le déclin inexorable menant à l'annulation choc, les années solitaires d'un génie en retrait, et enfin, l'héritage immortel qui refuse de s'éteindre malgré les tempêtes. Préparez-vous à un voyage à travers le rire et les larmes, où chaque gag cache une leçon profonde sur le pouvoir de l'humour et les pièges du temps. Car l'histoire de Benny n'est pas seulement celle d'un clown. C'est un miroir tendu à notre propre époque, un rappel que ce qui fait hurler de joie aujourd'hui peut, demain, susciter les murmures du malaise. Bienvenue dans l'univers de The Benny Hill Show, un monde de folies joyeuses, de poursuites endiablées et de réflexions inattendues sur ce que nous rions et pourquoi. La jeunesse de Benny Hill, des racines modestes à l'étincelle comique. Alfred Hawthorne Hill, qui deviendrait plus tard l'icône immortelle Benny Hill, vit le jour le 21 janvier 1924 dans les rues brumeuses de Southampton, une ville portuaire anglaise où l'air salin se mêlait aux effluves de charbon et de rêves inachevés. Né au sein d'une famille modeste de la classe moyenne inférieure, il grandit dans un foyer où les fins de mois étaient souvent serrées, et où le rire servait de bouclier contre les rigueurs du quotidien. Son père, Alfred Hawthorne Hill Sr., gérait une petite boutique d'appareils chirurgicaux, un commerce anodin qui vendait des instruments stériles et des outils précis, mais qui peinait à couvrir les besoins d'une famille de 5 enfants. La mère de Benny, Hélène, une femme au cœur tendre et à la patience infinie, jouait le rôle de pacificatrice dans ce havre strict, adoucissant les reproches paternels par des histoires chuchotées au coin du feu et des gâteaux improvisés pour les anniversaires. Ces contrastes précoces sur la rigidité d'un père absorbé par son labeur et la douceur d'une mère cherchant à panser les plaies invisibles forgèrent chez le jeune Alfred un regard aiguisé sur le comportement humain. Il apprit tôt que l'humour pouvait être un refuge, un moyen de désamorcer les tensions familiales, une arme subtile contre l'adversité. Dès l'enfance, Benny, ou plutôt Alfred à l'époque, se réfugiait dans des scénettes improvisées. Il mimait les clients grognons de la boutique de son père avec une exagération hilarante ou parodiait les voisins collémontés en trébuchant comiquement sur des objets invisibles. Ces petits spectacles, joués pour ses frères et sœurs hilars, posaient sans le savoir les fondations d'une carrière qui transformerait le monde du rire. À l'école, un établissement public modeste où les uniformes usés côtoyaient les cahiers griffonnés, Benny se distinguait non pas par ses notes brillantes, mais par son talent pour divertir la classe. Il excellait dans les imitations. Le professeur de maths au nez crochu devenait un pingouin maladroit, la surveillante revêche un dragon crachant des feux d'artifice verbaux. Ses facéties lui valaient autant d'amis que de réprimandes, mais elle révélait déjà un don inné pour l'observation fine des travers humains, un œil qui captait les tics,
les gestes maladroits, les faiblesses cachées pour les transmuer en or comique. Pourtant, la vie ne lui offrait pas de rampe de lancement facile. À 14 ans, contraint par les nécessités financières familiales, il quitta l'école pour entrer dans le monde du travail, un univers rude qui contrasta violemment avec ses rêveries enfantines. Ses premiers emplois furent des labeurs ordinaires, presque caricaturaux dans leur banalité, livreur de lait à l'aube, pédalant sur un tricycle brinque-ballant à travers les ruelles pavées de Southampton, évitant les flaques et les chiens errant tout en chantonnant des airs absurdes pour se motiver. Puis, opérateur de pont sur les quais animés du port, où il manipulait des cordages épais et des cargaisons lourdes sous un soleil implacable ou une pluie battante, observant les marins bourrus et les dockers philosophes qui échangeaient des blagues crues pour tromper l'ennui. Plus tard, batteur dans un petit orchestre local, il tapait sur des peaux usées lors de bals populaires, sentant pour la première fois le rythme effréné d'un public en liesse. Ces métiers, loin d'être glamour, lui inculquèrent des leçons précieuses, la discipline d'un horaire impitoyable, le sens du rythme qui pulse dans chaque gag réussi, et surtout, l'art subtil d'observer les gens au quotidien. Benny apprit à décoder les micro-expressions d'un client mécontent, les haussements d'épaules résignés d'un collègue, les rires forcés d'une foule fatiguée, des détails qu'il rangerait dans un coffre-fort mental pour les ressortir plus tard, transfigurés en sketchs inoubliables. Mais ce fut la Seconde Guerre mondiale qui catalysa véritablement son évolution, transformant un jeune ouvrier en un artiste en herbe. En 1942, à 18 ans, Benny s'engagea dans l'armée britannique, servant initialement comme mécanicien dans les ateliers bruyants des bases aériennes, réparant des moteurs grondants sous la menace constante des raids ennemis. Puis, chauffeur de camion, il sillonna les routes boueuses de l'Angleterre occupée, transportant munitions et provisions avec une prudence fébrile, évitant les embuscades et les pannes nocturnes. Son rôle le plus marquant fut opérateur de projecteurs dans les salles obscures des camps militaires, projetant des films comiques pour des soldats épuisés, des hommes aux yeux cernés par l'horreur des tranchées et des bombardements. C'est là, dans ces projections clandestines, que Benny découvrit le pouvoir viscéral de la comédie. Un éclat de rire pouvait effacer les souvenirs d'un camarade perdu, un gag absurde pouvait recoller les morceaux d'une âme brisée. Inspiré par ces moments cathartiques, il rejoignit la division Combined Service Entertainment, une troupe itinérante qui portait le rire aux fronts les plus reculés. Déguisé en clowns improvisés, il montait des spectacles de music-hall rudimentaires, sketchs hâtifs sur des planches grinçantes, monologues sur des thèmes tabous comme la hiérarchie militaire ou les rations maigres, imitations de généraux pompeux qui faisaient hurler les troupes. Pour Benny, ses performances étaient une révélation. Elles affinèrent son sens du timing, cette précision chirurgicale où une pause d'une seconde peut transformer un flop en triomphe. Elles approfondirent son lien primal avec le public, ce fil invisible qui relie l'artiste au rire collectif. Parmi les influences qui l'empreignirent alors, les comiques du music-hall britannique, des figures comme Max Miller avec son bagou irrévérencieux ou George Formby et sa guitare espiègle lui apprirent l'art de l'insolence légère. Mais ce fut l'artiste américain Jack Benny, avec son humour pince sans rire et ses duels verbaux légendaires, qui le marqua au fer rouge. Fasciné par ce maître du sous-entendu, Alfred Hawthorne, il adopta le nom de scène Benny en hommage, un clin d'œil transatlantique qui scella son identité artistique. Après la guerre, en 1947, libéré des uniformes kakis, Benny se lança dans le monde du spectacle professionnel. Ses premières apparitions à la radio, sur la BBC, furent des tremplins hésitants, des monologues timides dans des émissions locales où sa voix nasillarde et ses pauses calculées commençaient à charmer un public invisible. Pourtant, il pressentait que la radio, avec ses limites auditives, ne suffirait pas à libérer pleinement son génie physique, ce corps élastique capable de contorsions folles et de chutes acrobatiques. La télévision, ce nouveau médium naissant dans les foyers britanniques des années 1950, avec ses écrans cathodiques vacillants et ses images en noir et blanc granuleux, serait le terrain de jeu idéal pour son humour visuel. Fort des leçons tirées des épreuves de l'enfance, de la discipline des métiers manuels et de l'expérience guerrière qu'il avait humanisée, Benny il était prêt. À 26 ans, il n'était plus le gamin de Southampton qui mimait pour survivre. Il était un artisan du rire, armé d'un timing affûté et d'une observation insatiable, prêt à façonner une nouvelle ère de la comédie télévisée. Cette jeunesse, loin d'être un frein, fut le terreau fertile qui nourrit son ascension. Chaque humiliation d'enfance devint un gag triomphant, chaque observation furtive un personnage récurrent, chaque rire volé aux soldats un écho dans les salons du monde. Ainsi s'ouvrait le chapitre d'un homme qui, des quais obscurs aux plateaux illuminés, transformerait la banalité en légende. L'ascension du Benny Hill Show de la BBC aux sommets internationaux. Au milieu des années 1950, alors que la Grande-Bretagne pensait encore ses plaies post-guerrières et que la télévision émergeait comme un phare dans les foyers modestes, Benny Hill avait affiné son style comique en un cocktail irrésistible.
Un mélange audacieux d'humour physique explosif, de parodies acérées et d'un sens du timing si précis qu'il semblait dicté par une horloge interne infaillible. Inspiré par les pionniers du slapstick comme Charlie Chaplin et les excès burlesques de Buster Keaton, mais teinté d'une britisherie subtile, ses alertements pince sans rire et ses clins d'œil malicieux, Benny était prêt à conquérir l'écran. Le 15 janvier 1955 marque un jalon historique. La BBC diffusait le premier épisode de The Benny Hill Show, une émission qui introduisait une forme inédite de comédie britannique, rompant avec les variétés guindées et les sketchs verbeux de l'époque. Dès les premières minutes, les téléspectateurs, encore ébahis par la nouveauté du petit écran, furent captivés par les gestes expressifs de Benny. Ses yeux exorbités comme des phares dans la nuit comique, ses mouvements exagérés qui transformaient un simple pas en une danse chaotique, ses imitations astucieuses qui croquaient des célébrités ou des passants anonymes avec une cruauté affectueuse. À une ère où de nombreux artistes de musique peinaient à transposer leur charisme scénique sur ce médium froid et impersonnel, Benny s'adaptait comme un caméléon. Il exploitait les caméras fixes pour des plans larges hilarants, jouait avec les coupes brutales pour accentuer les chutes et infusait chaque séquence d'une énergie contagieuse qui rendait l'écran vivant, presque tactile. Le succès fut immédiat et fulgurant. Les audiences grimpèrent en flèche, passant de modestes milliers à des millions en quelques saisons, tandis que les critiques, d'abord sceptiques, s'allièrent à un nouveau souffle dans la comédie télévisée. Au cours de la décennie suivante, l'émission s'épanouit comme une fleur tropicale sous les projecteurs. Elle s'élargit avec des personnages récurrents qui devinrent des piliers iconiques, des sketchs plus élaborés qui tissaient des intrigues absurdes sur fond de satire sociale légère et des numéros musicaux qui fusionnaient chant et gag dans une symphonie déjantée. Des artistes comme Jackie Wright, ce petit Écossais au crâne lisse et au regard impassible, servaient de contrepoint parfait aux pitreries de Benny, ses réactions stoïques amplifiant l'absurde, comme quand une tape espiègle le faisait voltiger sans un mot. Henry McGee, l'annonceur élégant et pince sans rire, injectait une formalité british qui rendait les dérapages de Benny encore plus jubilatoires, tandis que Fred Scuttle, ce clochard malchanceux incarné par lui-même, symbolisait l'échec comique universel, trébuchant sur ses propres lacets dans une quête vaine de dignité. Mais ce fut l'introduction des fameuses scènes de poursuite, ces ballets endiablés où des hordes de personnages se coursaient en un tourbillon de costumes ridicules et de propres improbables, qui scella l'identité immortelle du show. Accompagné pour la première fois en 1969 sur Time Television par le thème iconique Yakety Sax, ce saxophone frénétique de Boots Randolph qui pulse comme un cœur en folie. Ces séquences mettaient en valeur la maîtrise absolue de Benny en comédie physique, des accélérations comiques en montage rapide, des collisions en chaîne dignes d'un accident de domino humain, des expressions de panique exagérées qui transformaient la fuite en article. Divertissante au-delà de l'imaginable, elle capturait l'essence du chaos joyeux, mais semait déjà les graines d'une controverse future, car elle jouait souvent sur des dynamiques genrées qui, avec le recul, paraîtraient datées. Le passage à Time Television en 1969 fut un tournant décisif, libérant l'émission de ses chaînes budgétaires BBC pour des épisodes plus longs, jusqu'à 50 minutes de pur délire. Des sketchs plus sophistiqués impliquant des décors élaborés comme des parodies de studios hollywoodiens ou de balles victoriennes revisitées, et des numéros musicaux chorégraphiés avec une précision quasi militaire. Les Hells Angels, ces danseux dynamiques en tenue légère, apportaient une touche de glamour espiègle, virevoltant en formation impeccable qui ponctuait les gags d'une élégance burlesque. Cette évolution propulsa le Benny Hill Show sur la scène internationale. Diffusé dans plus de 140 pays, il conquit les États-Unis via des syndications locales qui le transformèrent en guilty pleasure des soirées familiales, l'Europe continentale où ses imitations transcendaient les barrières linguistiques, et l'Australie où les poursuites ensoleillées résonnaient avec l'humour local déjanté. Au début des années 1970, l'émission atteignit son apogée stratosphérique. Plus de 21 millions de téléspectateurs au Royaume-Uni pour un épisode moyen, un record qui éclipsait même les matchs de foot ou les discours royaux. Benny Hill, ce modeste ex-livreur de lait, accumulait les honneurs. Nomination aux Emmy Awards en 1980 et 1981 pour meilleure émission de variété, une reconnaissance américaine qui validait son génie global. Et en 1984, la Rose d'or de Montreux, ce trophée doré qui couronnait son statut de pionnier, saluant une créativité qui avait redéfini la comédie télévisée comme un spectacle total, visuel, auditif, physique. Derrière ces triomphes étincelants, le travail de Benny était un labeur titanesque, presque monacal. Il écrivait ses propres sketchs dans des carnets noircis d'idées folles, composait des chansons grivoises sur des pianos usés, créait des imitations avec une précision d'orfèvre, s'appuyant sur une compréhension encyclopédique de la culture populaire, des pubs kitsch au soap-opéra grandiloquent. Sa combinaison unique de slapstick viscéral, de musique entraînante et de satire légère rendait l'émission techniquement ardue. Des heures de répétition pour synchroniser poursuites, des nuits blanches à monter les bandes pour ce fameux accelerated chase qui donnait l'illusion de la vitesse surhumaine. Pourtant,
À l'écran, tout semblait fluide, léger, inévitable, un tour de magie qui masquait les câbles et les sueurs. Même au zénith de cette gloire mondiale, Benny menait une existence paradoxalement ancrée dans la simplicité. Il louait des appartements anonymes à Teddington, fuyait les tapis rouges et les interview people, préférant les promenades solitaires le long de la Tamise aux fêtes. Hollywoodienne. Cette humilité, héritée de ses racines ouvrières, équilibrant célébrité planétaire et retrait privé, ajoutait une couche de mystère à sa persona. Qui était cet homme qui faisait rire le monde mais riait seul dans l'ombre? The Benny Hill Show fut l'aboutissement magistral de décennies d'observations voraces, d'entraînement rigoureux et de dévouement absolu. Des quais de Southampton aux studios de Thames, Benny avait bâti un empire du rire, un monument télévisuel qui semblait indestructible. Pourtant, à l'approche des années 1980, les vents culturels tournaient. L'évolution des valeurs sociales, l'essor du féminisme, la montée de la comédie alternative satirique, les débats sur la représentation genrée commençaient à gratter les vernis dorés de l'émission. Les éléments mêmes qui avaient enchanté des millions, les blagues suggestives, les poursuites genrées, l'innocence feinte du grivois étaient scrutés, interrogés, remis en cause. Ce qui avait été un triomphe universel préparait le terrain pour une controverse inéluctable, un déclin qui transformerait les applaudissements en murmures critiques, menant à la fin d'une ère. L'ascension de Benny n'était pas qu'une success story. C'était un avertissement voilé. Le rire, comme la mode ou les modes de pensée, a une durée de vie, et quand les normes bougent, même les géants chancellent. Controverses et réactions négatives quand l'humour butait sur les vagues du changement. Au début des années 1980, alors que The Benny Hill Show trônait encore en maître sur les ondes internationales, un vent froid de critiques commença à souffler sur ces plateaux ensoleillés, transformant ce bastion du rire en un champ de mine culturelle. Les publics du monde entier, des familles américaines aux dîners dominicaux, des soirées européennes cosy au barbecue australiens animés, continuaient d'adorer la comédie physique débridée de Benny. Ses cascades acrobatiques, où il se muait en marionnette humaine, les parodies musicales qui déconstruisaient les hits pop en absurdités chantées, les poursuites exagérées qui culminaient en un feu d'artifice de gags visuels. Pourtant, au Royaume-Uni, berceau de l'émission, les attitudes sociétales évoluaient à une vitesse supersonique. Portés par les marées du féminisme de deuxième vague, les mouvements pour les droits des femmes et une conscience accrue des dynamiques de pouvoir genré. La société, sortie des années 1970 punk et libérée, remettait en question la représentation du genre, de la sexualité et de l'autorité dans les médias avec une vigueur inédite. Ce qui avait été perçu comme un humour inoffensif, espiègle et consensuel, un clin d'œil complice à travers l'écran, apparaissait désormais comme dépassé, rétrograde et pour beaucoup, franchement offensant. Au cœur de cette tempête se trouvait la dépendance viscérale de l'émission aux tropes qui, avec le recul des décennies, semblait figée dans un amber des années 1950. Les femmes en tenue légère et suggestive, courant à talons dans des poursuites burlesques, les blagues grivoises qui jouaient sur l'innuendo sexuel avec une naïveté feinte, les sketchs où les hommes, souvent incarnés par Benny lui-même, finissaient ridiculisés en pantins maladroits, tandis que les figures féminines étaient reléguées au rôle d'objet de désir comique, poursuivis ou poursuites dans un ballet qui mélangeait séduction et absurdité. Ce qui avait été célébré comme un divertissement léger, un défouloir familial où tout le monde, hommes, femmes, enfants, se moquait gentiment de soi-même, était désormais disséqué comme la perpétuation insidieuse de stéréotypes sexistes. La femme comme trophée visuel, l'homme comme chasseur comique, l'humour comme voile sur des inégalités structurelles. L'examen s'intensifia avec l'arrivée d'une génération de téléspectateurs plus jeunes, nourris aux sketchs satiriques de Monty Python ou aux one-man shows incisifs de Billy Connolly, qui adoptaient de nouvelles formes de comédie, centrées sur la critique politique acérée, la remise en cause sociale mordante, une représentation inclusive qui mettait en lumière les marginaux plutôt que de les caricaturer. Parmi les voix les plus virulentes de ce cœur critique émergea Ben Elton, une figure montante du mouvement de la comédie alternative britannique. Ce courant né dans les clubs underground des années 1980, qui rejetait l'humour légèreté au profit d'une arme sociale. Elton, avec son verbe flirté et son engagement féministe affiché, condamna publiquement The Benny Hill Show dans des interviews retentissantes et des colonnes de journaux comme The Guardian ou The Observer. Dans une déclaration qui fit les gros titres en 1987, il affirma que le contenu de l'émission contribuait activement à une culture toxique où les femmes étaient objectifiées, réduites à des corps en mouvement pour le regard masculin et où leur sécurité physique et symbolique était banalisée par des gags qui normalisaient la poursuite comme un jeu innocent. Il souligna particulièrement l'usage répété des scènes de poursuite. Ces montages accélérés où des femmes peu vêtues, souvent les Hells Angels, étaient traqués par des hordes d'hommes libidineux, ou inversement, où elle menait la danse dans une inversion qui, pour Elton, ne faisait que renforcer le stéréotype en le masquant d'ironie. C'est de l'humour qui rit des femmes au lieu de rire avec elles, tonna-t-il, appelant à une comédie qui élève plutôt qu'elle ne rabaisse.
Ces critiques trouvèrent un écho massif auprès des cercles féministes, des groupes comme Women Against Media Misogyny qui organisaient des pétitions et des débats publics, des observateurs des médias universitaires qui disséquaient les sketchs en des thèses sur la sémiologie du rire et des publics progressistes qui, dans les forums naissants d'Internet précoce ou les lettres aux rédactions, exigeaient un divertissement aligné sur les valeurs émergentes d'égalité et de respect. Ces débats envahirent les ondes. Des émissions comme Question Time sur la BBC consacraient des segments entiers à l'humour d'hier face à aujourd'hui, où des panélistes s'affrontaient sur la ligne ténue entre tradition comique et insultes voilées. Les journaux populaires, comme The Sun, publiaient des sondages polarisés. Certains défenseurs clamant c'est juste du fun inoffensif, tandis que d'autres hurlaient assez des reliques sexistes. Alors que certains partisans fidèles de Benny, des baby-boomers nostalgiques ou des fans internationaux moins exposés au débat british jugeaient ces attaques exagérées, mal interprétées ou même puritanistes, le tumulte fit ressurgir des tensions latentes sur la responsabilité des créateurs. Les diffuseurs devaient-ils préserver l'intégrité artistique au risque de l'obsolescence ou adapter leurs produits aux attentes d'une société en marche? La controverse ne s'arrêta pas aux joutes verbales, elle s'invita dans les couloirs des régulateurs. Le Broadcasting Standard Council, BSC, cet organisme quasi-judiciaire chargé de veiller à la décence télévisuelle, lança des enquêtes formelles sur la pertinence de sketchs spécifiques, en particulier ces poursuites à caractère sexuellement suggestif diffusées en prime time, accessibles aux enfants et aux familles. Des rapports internes, fuités dans la presse, questionnaient si un gars montrant une femme en bikini fuyant un poursuivant bedonnant relevait encore de la comédie ou d'une apologie déguisée du harcèlement, ce qui avait été encensé comme une caractéristique essentielle de la comédie. Maintenant que nous avons retracé le parcours épique de Ben Hill, de ses racines humbles à Southampton à l'ascension fulgurante de The Ben Hill Show, en passant par les controverses qui l'ont ébranlé, le déclin amer menant à l'annulation, les années solitaires d'un génie en retrait et l'héritage vibrant qui pulse encore aujourd'hui, une question flotte dans l'air comme un gag en suspens. Qu'en pensez-vous vraiment? Était-ce un génie absolu de la comédie, un alchimiste qui transforma la banalité quotidienne en or pur, capable de faire hurler de rire des soldats en guerre ou des familles fatiguées? Ou son humour, avec ses tropes genrés et son innocence d'un autre temps, était-il condamné à être décalé face à l'évolution inexorable des mentalités, un dinosaure charmant piégé par le progrès? Réfléchissez à ces poursuites endiablées sous Yaktisax. Était-elle un hymne à l'absurde libérateur ou un miroir inconfortable de biais sociétaux enfouis? Et vous? Quel était votre personnage préféré dans cet univers déjanté, le stoïque Henry McGee, le malchanceux Fred Scuttle ou une Ines Angel virevoltante comme Jane Leave? Quel sketch vous a fait le plus rire? Ces parodies musicales hilarantes ou une chute légendaire de Jackie Wright? Partagez vos impressions, vos souvenirs, vos débats enflammés dans les commentaires ci-dessous. C'est là que la magie continue, dans le dialogue des rires partagés. Si cette plongée dans la légende de Benny vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, de vous abonner pour ne rater aucune exploration des icônes télévisuelles classiques et d'activer la cloche pour des notifications ding-ding. Cliquez aussi sur la prochaine vidéo à l'écran où l'on décortique une autre star oubliée du petit écran. Merci d'avoir ri avec moi aujourd'hui. Et rappelez-vous, dans un monde trop sérieux, un peu de Benny Hill, c'est la meilleure thérapie. À bientôt pour plus de folies joyeuses.